Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire sur l'analyse géotechnique avec les phases de construction dans RFM6 présenté par Global Software. Je suis Milan Gérard, j'animerai la formation, le webinaire d'aujourd'hui pendant cette heure. Je serai accompagné de Monsieur Assia qui pourra répondre à vos questions tout au long du webinaire avec la plateforme. Oui, bonjour Milan, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qui sera consacré à l'analyse géotechnique avec les phases de construction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je serai là pour les répondre et à la fin, je pense que vous pourrez les envoyer par mail. Sans plus tarder, nous allons démarrer. Milan, tu Merci. peux prendre la main. Donc, lorsque vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le panneau de contrôle que vous pouvez afficher avec la flèche orange ici. L'interface apparaîtra et vous pourrez poser vos questions directement dans la zone dédiée. Également, si vous avez des problèmes audio, si vous ne nous entendez pas assez fort ou trop fort, vous pouvez régler ici. Très bien. Nous allons masquer les caméras pour pouvoir vous partager. Hop. L'écran. Très bien. Donc, aujourd'hui, nous allons travailler donc avec le logiciel d'analyse aux éléments finis RFM 6. Et l'objectif de ce webinaire est de vous expliquer comment définir un sol en tant que modèle 3D dans le logiciel et comment effectuer les analyses géotechniques par phase de construction. Donc, on va tout d'abord voir les côtés théoriques avec les modèles de matériaux notamment qui peuvent être utilisés dans notre logiciel. On verra ensuite les données pour les phases de construction et l'analyse géotechnique, donc directement dans l'interface. Ensuite, avec le modèle d'exemple, on appliquera l'analyse statique, on pourra regarder les résultats et enfin, on aura aussi une partie de documentation qu'on va éditer. La quatrième partie, ce sera sur un deuxième exemple, un modèle de terrain accidenté. Et en dernière partie, on verra les perspectives de ce webinaire. Très bien, bon webinaire à tous. Donc, sur les comportements de matériaux qu'on va pouvoir modéliser dans RFM6, on aura deux modèles de matériaux principaux. Le modèle Morcoulon modifié, qui va être un comportement élastoplastique du modèle de sol. Et le deuxième type, ce sera un modèle élastique non linéaire qui va prendre en compte le comportement réel du sol. Donc c'est celui-ci, donc le deuxième qu'on va utiliser aujourd'hui. Un comportement non linéaire qui est important à prendre en compte puisque le sol, c'est un système multiphasique composé de particules de sol, donc des grains solides, aussi composés d'eau, donc d'éléments liquides, et d'air. Donc, sur les propriétés mécaniques donc du géomatériau qu'on va modéliser, donc le matériau de sol, on va voir qu'on a une dépendance du niveau de contrainte avec le modèle de matériau. Donc ici, on a deux graphiques où on superpose à gauche et à droite le modèle de comportement réel du sol, donc non linéaire, avec le modèle élastoplastique. Donc le premier graphique, c'est un essai triaxal, tandis que le deuxième graphique, ça va plutôt être un essai de compression. Et dans les deux graphiques, on va voir qu'on a bien une dépendance du chemin de contrainte. Donc en effet, si je place mon curseur sur un point du graphique, en fonction du point où je me situe, je n'ai pas la même courbe, je n'ai pas la même pente, donc je n'ai pas la même rigidité. Donc ça, c'est un premier point. On verra également qu'on a une dépendance du chemin de contrainte, donc en fonction des processus de chargement puis de déchargement, on n'a pas forcément le même niveau de rigidité.
Donc, on verra ça dans la diapo suivante. Et donc, on le voit bien donc sur ces graphiques, on a des déplacements irréversibles avec ces modèles de comportement. Ce qui va être important à prendre en compte avec ce que je viens d'expliquer, donc ça va être les phases de construction pour prendre ces processus de chargement, déchargement, pour bien modéliser la dépendance du chemin de contrainte. Donc, pour ce qui est de l'influence du chemin de contrainte, on va se focaliser sur le premier graphique. On va voir que l'état de déformation, l'état de contrainte ne correspond pas explicitement à un état de déformation unique. Donc, pour comprendre, on va prendre par exemple un modèle de sol à une position donnée dans le sol. On va appliquer en fonction de cet emplacement le poids propre du sol et donc on aura des contraintes en fonction des couches de sol sur cet échantillon qu'on récupère. Donc déjà, on va voir que la rigidité à prendre pour la contrainte initiale, donc rien que le poids propre du sol, on a une rigidité qui n'est pas la même qu'au début du graphique. Donc, au début de la courbe, on voit un état de contrainte de la courbe qui serait plus importante. Ici, on se place donc par rapport à un échantillon de sol et du poids propre au-dessus, un peu plus haut sur le palier. Ensuite, on va faire un deuxième calcul. On va appliquer une contrainte delta auquel on aura donc une déformation delta qu'on va avoir en conséquence. Et pour bien prendre en compte l'influence du chemin de contrainte, on aurait, après un processus de chargement-déchargement, si on applique le même delta de contrainte, on voit qu'on n'a pas forcément le même delta de déformation en fonction de cette courbe. Donc, dans les méthodes d'analyse aux éléments finis de RFEM, avec notre géomatériau non linéaire, on va voir que les phases de construction sont importantes à prendre en compte pour considérer dans l'analyse les résultats les plus réalistes possibles. On a ici modélisé un petit graphique pour bien prendre en compte cet exemple. Le premier calcul, ce serait la modélisation complète du sol. Donc, on arrive sur le premier palier où on a un état de contrainte. On aurait un deuxième calcul où on effectue un trou dans le sol pour pouvoir ensuite modéliser le sous-sol. On a donc un déchargement. Puis, on a un rechargement supérieur avec la superstructure, mais pas forcément avec le même état de contrainte du matériau. Ok, on va pouvoir passer sur notre logiciel. Avec le premier modèle, on a déjà une structure en béton qui est modélisée afin qu'on puisse se focaliser sur la partie phase de construction et analyse géotechnique. Donc, tout d'abord, on va modifier les données de base ici dans la boîte d'outils. On a la boîte de dialogue qui apparaît et on va activer les modules. Donc, dans l'onglet modules, on va pouvoir activer le premier module analyse des phases de construction. Donc, Construction Stage Analyse en anglais, ici CSA. Et également, dans les modules spéciaux, on va pouvoir activer l'analyse géotechnique. Donc, en validant, on va voir qu'on a des nouveaux paramètres dans le navigateur donné, notamment la nouvelle catégorie phase de construction ici directement. On utilise ça après. On va définir nos matériaux de sol. Donc pour cela, je vais dans les objets de base ici. Je peux faire un clic droit. Donc déjà, je vais regarder les matériaux. J'ai bien le matériau béton. Un clic droit sur matériaux et je vais cliquer sur nouveau matériau. Je peux cliquer sur la petite icône avec le bouquin, importer à partir de la bibliothèque de matériaux. Donc dans RFEM, on aura directement une bibliothèque de matériaux avec de nombreux matériaux qu'on peut sélectionner. Donc, vous avez vu qu'ici, il y a les filtres qui peuvent nous permettre de nous focaliser sur les matériaux de type sol. Et on peut sélectionner ici, par exemple, un matériau de type sable. Ici, bien gradué. OK. En validant, j'ai le type de matériau sol qui a bien été pris en compte. Et ici, j'ai les modèles de matériaux. Je retrouve bien, donc, par défaut, un matériau linéaire, mais aussi les deux matériaux non linéaires, donc soit plastique Morcoulon, soit élastique non linéaire ici. C'est celui qu'on va sélectionner aujourd'hui.
Une fois que je l'ai sélectionné, j'ai des nouveaux onglets qui apparaissent avec ici cet onglet sur les paramètres non linéaires qu'on doit rentrer. Donc, on va retourner dans la présentation pour voir ces paramètres. Donc, c'est bien la même boîte de dialogue qui vont dépendre de cette formule, ou du moins les paramètres vont s'appliquer à cette formule pour définir les différents états de contrainte dans le modèle élément fini. On va avoir tout d'abord le paramètre C et le paramètre phi. Donc ça va être deux valeurs propres au matériau avec la cohésion du matériau et l'angle de frottement. Ensuite, on va avoir besoin de deux valeurs de référence, la contrainte de référence PRF et le module de référence qui prend en compte la contrainte de référence ici. Et également, nous allons avoir besoin d'un exposant qui permet de définir la relation contrainte-déformation. On voit ici des valeurs exemples pour un matériau de type sable où cette valeur serait égale à 0,5 et pour un matériau de type argile, une valeur de 1. Donc, on va définir tous ces paramètres et on va définir plusieurs couches de sol. Dans la plupart des cas, pour définir les différentes couches de sol, l'ingénieur va devoir se baser sur un rapport géotechnique. Donc là, ça peut être un exemple de rapport synthétique sur les couches de sol qu'on a. Donc on a le nom des couches de sol avec les poids spécifiques. Donc ça, c'est les valeurs dont on a besoin dans RFEM. Le poids spécifique drainé ou saturé en eau. La cohésion, on a vu qu'on a besoin, qui va être très faible pour les matériaux de type sable, presque égaux à 0, et les angles de frottement. On voit également dans la dernière colonne la rigidité ES définie avec une formule qui dépend de la profondeur du sol. Et on a ici un graphique avec les 4 couches de sol et donc le modèle de comportement non linéaire que ça donne. En pointillé, la courbe selon le rapport géotechnique et en bleu, la courbe selon la formule précédente de modèle de matériau. On voit que les deux courbes se superposent et donc avec ces valeurs de référence de PRF 100 kN, on va avoir également les valeurs de modulo de métrique qu'on va rentrer nous dans RFEM6. Donc c'est ces valeurs qu'on va utiliser. Je peux retourner dans RFEM6. Dans la boîte de dialogue, nouveaux matériaux, je vais donc modifier la force de cohésion. On avait mis ici 0 dans le rapport, mais on va mettre une valeur de 1 pour éviter toute instabilité dans le modèle de calcul. Donc on va mettre vraiment une faible valeur. L'angle de frottement, on va mettre 30 degrés. La rigidité de référence pour la première couche, c'était 24 méganewtons par mètre carré. La contrainte de référence pour toutes les couches de sol, ce sera 100 kN par mètre carré, et ainsi que l'exposant de relation qui sera de 0,5. Ok, on peut cliquer sur appliquer, et on voit ici, dans le navigateur données à gauche, j'ai bien mon matériau qui est visible. On va pouvoir définir les autres en copiant ce matériau. Je vais tout simplement ici cliquer sur copier les matériaux sélectionnés. Donc je vais cliquer 3 fois, 1, 2, 3, pour avoir mes 4 couches de sol. On va juste renommer les couches de sol. Donc, je reviens sur mon matériau numéro 2 et je peux cliquer ici sur non défini par l'utilisateur. On va l'appeler sable compacté. OK. Je peux aller sur le matériau numéro 3 qu'on va renommer sable S1, donc comme noté dans le rapport, entre parenthèses, moyennement dense. Ok, on va modifier ici les données de poids spécifiques. Donc pour la première couche, on avait 17. Ici, on aura 18 en masse volumique. La force de cohésion, ici, c'est la même. On va modifier l'angle de frottement à 32,5 degrés et la rigidité à 40. Ok. Le matériau numéro 4, on peut le renommer en sable argileux. La troisième couche de sol.
Le poids spécifique, on le définit à 21 et également à 21 en saturé, puisque le sable argileux sera par des fois pratiquement déjà saturé en eau. La force de cohésion ici sera différente, avec 15 kN par mètre carré et l'angle de frottement à 27,5. La rigidité, elle, sera à 30. Ok, et enfin, le matériau numéro 5, on le renomme sable S2, entre parenthèses, moyennement dense à dense. Ok. Et le poids spécifique, on le modifie à 18,5 et le poids saturé à 20,5. L'angle de frottement à 35, là on a bien pour un sable une force de cohésion à 1 et la rigidité pour celui-là c'était 58. On valide. On a donc ici notre matériau biéton et tous les matériaux qui sont en bleu qui ne sont pas encore attribués. On va pouvoir maintenant définir nos couches de sol. Donc pour cela, on va dans Objets spéciaux. Et ici, on a deux nouveaux composants, profil de sol et massif de sol. Donc pour l'instant, nous allons définir avec un clic droit sur profil de sol les différentes couches. Donc on va activer une nappe d'eau souterraine à 3,9 mètres en profondeur. La couche de sol numéro 1, on peut sélectionner le deuxième matériau, qui est le premier matériau de sol, et on définit ici l'épaisseur, 4,8. En définissant, on voit ici le rendu à droite de notre couche de sol petit à petit. On peut définir ainsi de suite les autres couches de sol. Ici, 7,5 mètres. Donc, toujours en fonction de ma présentation et du graphique qui était affiché. Ici, 3 mètres. Et enfin, pour la dernière couche, 15 mètres. Voilà. Donc, on a ici un profil de sol de 30,3 mètres de profondeur environ. On peut valider. Et ce profil de sol apparaît sous cette forme dans le logiciel. On va maintenant définir le massif de sol. On va retourner également dans la présentation pour voir quelques paramètres de définition. Et tout d'abord, on va aller dans le navigateur affiché pour activer la cotation. Donc ici, dans les objets repères cotation, je vais activer les cotations générées automatiquement. Ainsi, j'ai les données extrêmes en largeur, en hauteur et en longueur de mon modèle. Et on voit ici 16 mètres. Pourquoi j'ai activé les cotations? Parce qu'on va voir qu'on a des distances minimales à respecter pour définir les massifs de sol, ou du moins à respecter, à préconiser pour avoir un bon modèle de sol. Cette distance, donc, ça va être entre la structure et les surfaces de contour du solide de sol, puisque le solide de sol va être composé d'éléments de maillage et qui vont être tout simplement limités par le logiciel en termes de dimension. On ne peut pas avoir un sol infini, contrairement au sol réel qui, lui, est dans ce cas. Et du coup, afin d'éviter toute influence incorrecte des surfaces de contour qui seraient trop proches de la structure et donc n'auraient pas assez de tassement ou un comportement faussé, on va respecter une distance suffisante. Donc on voit ici, par rapport à la largeur B et la profondeur P de la structure, on doit par exemple respecter de chaque côté de la structure 3 fois la largeur ou une fois la profondeur ou 2 fois la largeur en profondeur. Ok, donc sur ce principe, nous on avait une structure de 16 mètres. Donc si on fait 2 fois 16 mètres en profondeur, ça nous fait 32 mètres. Sachant que j'ai dit juste avant que la couche de sol qu'on avait définie, le profil de sol était de 30,3 mètres. Donc au niveau de l'ordre de grandeur, sur la profondeur, on est correct. Si jamais, voilà, il y a ces normes, ces distances qu'on préconise,
vous, après calcul, vous pouvez aussi voir l'influence de la taille du solide de sol pour valider un comportement réel du sol. Donc, si jamais il n'y a pas de différence entre deux tailles de sol que vous modélisez, vous pouvez choisir la taille de sol le plus petite afin de minimiser le temps de calcul. Ok, donc on va définir ce massif de sol. On retourne dans le navigateur données. On peut faire un clic droit sur massif de sol et cliquer sur nouveau massif de sol. Le type de massif de sol est généré à partir du profil de sol. On va donc ici cliquer sur sélectionner graphiquement les profils de sol et on peut tout simplement, voilà, sélectionner le seul profil de sol. Il est bien indiqué en haut à droite. Le centre du profil de sol, alors là je connais le centre, c'est à 6 en X et 8 en Y. Et les dimensions du massif, nous allons mettre 48 et 48 en largeur et en longueur. Donc, par rapport à la diapositive que je vous ai montrée, on aurait dû respecter donc 16 mètres la largeur max multiplié par 3. Donc ça fait bien 48 mètres, mais 48 mètres qu'on devrait mettre entre la structure et le bord du maillage. Donc le total, ça aurait dû être 48 à gauche, plus 16 mètres de structure, plus 48 mètres à droite, soit 112 mètres. Donc ça commence à faire un module de sol assez large. Pour la préparation de ce webinaire, j'ai pu justifier que les dimensions de 48 de largeur étaient suffisantes puisqu'on avait des résultats identiques entre un module de sol, un massif de sol de 48 mètres et un massif de sol de 112 mètres. Donc voilà. Ok, on active bien l'eau souterraine et on peut valider le massif de sol. Et vous voyez qu'il est automatiquement généré. On peut venir ici en modèle de solide, on a un visuel avec la couleur du sol de notre massif. On peut également afficher les matériaux du sol. Pour cela, on va dans le navigateur afficher et on va ici cliquer sur les couleurs des objets représentées par les propriétés. Donc on voit ici à droite les différentes couches avec la couleur correspondante pour nos solides. On a activé l'eau souterraine. Donc l'activation de ces massifs de sol, ça génère des solides avec des surfaces de contour, mais également, on voit ici dans l'onglet surface, la surface numéro 27, qui est bien une surface d'eau souterraine. On la voit ici définie. Ok. On va se remettre en modèle transparent. On va regarder un peu plus les définitions sur les solides. Donc, on voit bien ici chaque solide. Donc, quand je les sélectionne dans le navigateur, les solides qui sont générés automatiquement dans le modèle. Et on a également, vous voyez en vert, des appuis. Donc là, je peux également aller dans le navigateur données, ici, dans type pour les surfaces. Et j'ai bien des appuis surfaciques qui ont été définis. On voit qu'on a les deux appuis, voilà, qui ont été générés automatiquement. Le dernier étant l'appui tout en bas sur la dernière couche de sol. Alors, on a plusieurs appuis qui ont été automatiquement générés pendant la création des solides et qui ont été désactivés en fonction des couches. On peut faire un clic droit sur les appuis surfaciques et cliquer sur supprimer tous les appuis surfaciques non assignés. OK. Et ça nous laisse bien uniquement les deux types d'appuis qui sont utilisés. On va d'ailleurs sélectionner ces deux appuis pour pouvoir sélectionner les surfaces attribuées. Donc je les ai sélectionnés ici dans le navigateur et dans le menu modifier, on va pouvoir cliquer sur sélectionner et sur objet associé. Donc avec cette opération, je vais pu sélectionner en même temps les appuis surfaciques et en même temps toutes les surfaces qui sont associées à ces appuis. Et maintenant, on va faire un clic droit sur l'un des objets et on va cliquer sur créer une sélection d'objets.
Je vais renommer cette sélection d'objets surface de contour et on verra que ce sera utile pour la suite pour sélectionner facilement tous ces objets. OK. Maintenant, voilà, on voit dans les objets repères, lorsque je sélectionne avec un seul clic la sélection numéro 1, surface de contour, tous les objets sont sélectionnés. On verra ça par la suite. OK. On a regardé un peu tous les objets dans le navigateur données qui ont été automatiquement générés par nos modèles de sol. On va juste faire un clic droit dans le navigateur et cliquer sur tout réduire pour afficher tous les chapitres. On va regarder la définition des charges. On va faire un clic droit sur 4 charges et combinaisons. Dans l'onglet 4 charges, on va voir les 4 charges qui ont été automatiquement définies. Donc, on a le poids propre ici, qu'on va renommer poids propre du bâtiment, qui lui est automatiquement créé à chaque nouveau modèle. Donc, celui-là, on l'avait dès le début. Et on a bien ici, dans les options poids propre, l'activation du poids propre, sauf pour les solides de sol. Donc ça va être important pour les 4 charges suivants. Alors, le 4 charge 2 et le 4 charge 3, ce sont les 4 charges que nous avons ajoutées manuellement, donc des 4 charges classiques. Et on voit bien que pour les deux, le poids propre est désactivé. Et le 4 charge numéro 4, lui, on va d'ailleurs le renommer poids propre du sol. Il a été généré automatiquement dès lors que j'ai activé le module analyse géotechnique. On voit qu'on a une nouvelle catégorie d'action qui a été automatiquement définie pour ce cas de charge, permanent / sol, et que l'option ici sur le poids propre, elle est activée pour les solides de sol. Contrairement au poids propre 1 qui était activé sauf pour les solides de sol. Donc ce cas de charge, il est généré automatiquement et va être nécessaire pour les fameuses contraintes initiales de sol. Donc juste le poids propre du sol. OK. Également, j'en profite pour vous montrer d'autres paramétrages importants sur les solides de type sol. Donc dans les paramètres de maillage, ici dans le menu calculer, on va retrouver donc dans l'onglet général les paramètres de base du maillage sur la structure, mais dans l'onglet solide, on voit ici en bas qui est activé une longueur des éléments finis pour les solides de type sol. Donc en effet, ça permet de ne pas avoir un temps de calcul trop lourd, une définition de maillage trop importante pour un solide de sol qui est beaucoup plus volumineux que le reste de la structure. OK. On va pouvoir valider et définir les phases de construction. Donc les phases de construction, on l'a vu, on a une nouvelle catégorie qui est arrivée dans le navigateur données. On peut faire un clic droit dessus, nouvelle phase de construction. Donc la première phase de construction, ça va être uniquement le sol à considérer. On va donc activer les surfaces et les solides qu'on va sélectionner pour le sol. Dans l'onglet solide, on va activer tous les solides puisqu'on n'a que des solides de type sol. Et dans les surfaces, on va sélectionner uniquement les surfaces de contour. C'est pour ça qu'on a fait tout à l'heure la sélection d'objets. Donc je peux venir ici cliquer sur sélectionner graphiquement les surfaces. Et je vais venir dans la liste des objets repères, sélection d'objets, et je sélectionne ici. Avec un seul clic, j'ai toutes les surfaces qui ont été sélectionnées. Par contre, je vais juste ajouter manuellement, voilà, vous voyez la surface numéro 27 pour l'eau souterraine qui est à ajouter également. OK. J'ai validé et je peux créer une nouvelle phase de construction en cliquant sur le bouton avec l'étoile jaune ici. Ici, cette phase de construction, on va rien changer. Donc, on va laisser tel quel, on désactive toutes les modifications possibles, puisqu'on verra par la suite que ça va être une phase de construction qui va nous servir de modification de paramètres d'analyse. Je vous donnerai des détails après.
On va faire directement la phase de construction suivante. On va activer ici les barres et les surfaces en béton. Donc, dans l'onglet barres, je vais cliquer sur tout. Et dans l'onglet surface, je vais également activer toutes les surfaces. Comme ça, on a toutes les surfaces de sol et de béton qui sont considérées. OK. On valide. Si on regarde un peu, on va se remettre en modèle de solide. Je peux regarder ici dans la liste déroulante. J'ai ma phase de construction numéro 1 qui correspond ici que à mon sol. On voit que le reste de la structure a été masqué. Le K2 donc n'est pas trop modifié pour l'instant. Et la phase numéro 3, on voit que le bâtiment en béton a été ajouté. OK. On va cliquer ici dans la barre d'outils sur modifier la phase de construction active. Et ici, on va définir les cas de charge pour les phases de construction. Donc, je viens ici dans la phase de construction numéro 1, dans l'onglet cas de charge, et je vais ajouter le poids propre du sol. Donc, je peux double-cliquer dessus pour ajouter le poids propre. Je peux également sélectionner ici et choisir d'ajouter avec les flèches. Dans l'onglet dans la phase de construction suivante, j'ai automatiquement le cas de charge numéro 4 que j'ai ajouté qui est déjà intégré. Donc on va rien changer pour l'instant. Dans la phase de construction numéro 3, je vais ajouter ici le cas de charge numéro 1, le poids propre du bâtiment. Donc je peux appuyer sur la petite flèche ici. OK. Et on va créer deux autres phases de construction pour ajouter ici le cas de charge numéro 2 et je sélectionne une nouvelle pour ajouter le dernier cas de charge. OK. Ici, on va activer permanent pour le cas de charge d'exploitation. Et maintenant, je vais revenir dans la phase de construction numéro 2 où je vais modifier les paramètres. Donc, je reviens dans l'onglet Général et dans les paramètres pour l'analyse statique, je vais cliquer sur le bouton Modifier les paramètres. L'objectif sur cette phase de construction, c'est d'analyser les résultats uniquement à partir de l'état de sol déjà déformé. Donc, il va falloir réinitialiser les résultats de déformation issus du cas de charge de la phase de construction numéro 1. Donc, les paramètres d'analyse statique par défaut pour toutes les phases de construction, c'est le premier ici, l'analyse statique numéro 1 avec des types d'analyse géométriquement linéaire, l'enregistrement des incréments, etc. On va tout simplement cliquer sur copier les paramètres pour faire une quatrième type de paramètre. Et ici, on va activer équilibre de la structure non déformée afin, du coup, de réinitialiser les résultats de déformation. On clique sur OK. Et ici, donc dans les paramètres, on va bien sélectionner la 4. Vous voyez ici uniquement pour la phase de construction numéro 2. On voit bien puisqu'il y a seulement l'icône verte pâle qui est affectée pour cette phase de construction. OK. On va aller directement dans l'onglet combinaison de charges où les combinaisons étaient créées automatiquement. On voit 3 combinaisons avec l'application des cas de charge. On va juste modifier dans les options spéciales la considération des phases de construction et de l'état initial provenant d'un certain cas de charge. Donc pour la combinaison 1, on va considérer la phase de construction numéro 3 avec tout le bâtiment et l'état initial provenant ici de la réinitialisation des déformations du sol. Pour la combinaison 2, on sélectionne la phase de construction 4 et donc l'état initial provenant de la phase de construction 3 et ainsi de suite. Ici, la phase de construction numéro 5 avec l'état initial provenant de la phase de construction numéro 4. OK, on valide.
Dans les listes déroulantes, on voit ici, on n'avait pas vu pour la phase de construction 4, et on peut afficher les charges. On a bien les charges du cas de charge numéro 2 qui ont été ajoutées, et pour la phase de construction suivante, on a bien la superposition des charges permanentes et des charges d'exploitation. Ok. Le modèle est fini. On va pouvoir aller sur le modèle calculé. Puisque nous avons qu'une heure pour le webinaire, on va directement afficher les résultats de calcul. Donc, je suis ici sur la phase de construction numéro 1. Hop, juste un instant. Avec les déformations globales, voilà, qui sont bien ici activées dans le navigateur résultats. Et on peut également ici sélectionner l'échelle des couleurs pour afficher les déformations en fonction des couleurs. Ok, on va se mettre ici en modèle transparent et on voit les déformations en fonction des différentes couches sur le modèle de sol. Donc là, juste sous poids propre du sol, on a un déplacement de 152 mm. On va aller dans la phase de construction suivante et on voit ici qu'on a bien réinitialisé les déplacements pour prendre en compte l'état de contrainte initial du sol. Donc on a bien 0 en déplacement pour ensuite appliquer la structure. Par contre, si on regarde ici dans le navigateur résultats, au niveau des résultats de contraintes de solide, on peut afficher les contraintes en Z, donc avec le poids propre, le sens du poids propre principal, et on voit bien qu'on a des contraintes de l'ordre de 300 kN par mètre carré. Ok. On active la phase de construction suivante avec la structure qui est modélisée. Au niveau des déformations, on retrouve des déformations de notre structure principale et un peu de déformation sur notre sol. Au niveau des contraintes, on peut afficher, pareil, on a les contraintes qui augmentent légèrement. Ainsi de suite pour la phase de construction numéro 4, voilà, et la phase de construction numéro 5, on arrive jusqu'à 332 kN par mètre carré. Ok, on va afficher également les résultats de contraintes uniquement sur le sol, donc on va se remettre en modèle filaire. Ok, on va désactiver ici les charges et on va se mettre en vue de dessus. Donc ici, on a affiché les contraintes. On peut se mettre par exemple sur la combinaison 1. On voit des contraintes sur le panneau d'échelle de couleur à droite qui vont de 38 jusqu'à 332. Donc on a vraiment un grand écart entre les contraintes qui s'appliquent vraiment sur la structure et sur le sol. Donc ce qui est disponible dans le navigateur résultats, ce sont les types de résultats où on peut afficher la différence entre l'état initial. Donc si j'active ici, on retrouve, voilà, un état de contrainte qui va de 6,1 à 73,1 et on voit une meilleure répartition des contraintes de la structure sur le sol. Donc voilà, c'est la différence entre les phases de construction ici 3 et 2 qu'on a définies dans les combinaisons. On va enregistrer cette vue pour ensuite dans le rapport d'impression. Donc on va aller dans le navigateur vue. On va cliquer ici sur créer une nouvelle vue définie par l'utilisateur qu'on va appeler contrainte de la structure sur le sol. Ok. L'avantage d'enregistrer cette vue, c'est que si je retourne dans une autre vue,
que je sélectionne ici ma vue personnalisée, j'ai ici le réaffichage de ma vue. OK. On va aller afficher d'autres types de résultats. Donc, par exemple, dans le navigateur résultats, on peut afficher les contraintes principales, sigma 3, et en affichant uniquement dans type d'affichage les isobandes sur les solides. OK. On voit ici l'impact des contraintes dans le modèle de solide et on voit que la taille du massif de sol est suffisante. On va afficher les déformations globales à nouveau. Et on va se remettre sur la phase de construction précédente. Ce qu'on va faire ici, on va utiliser des plans de coupe. Donc pour cela, je vais dans le navigateur données, objet repère, je peux faire un clic droit sur plan de coupe, nouveau plan de coupe. On va sélectionner ici 3 points de référence. On sélectionne un point, par exemple le pied de poteau ici. OK. Et on va modifier les autres points, donc en fonction du premier point, donc 7,5 et 7,5 pour les deux autres points, et un vecteur de 1 en Y et un vecteur de 1 en Z. Ici, on va inverser le plan de coupe et on peut cliquer sur OK et activer. Voilà, donc vous voyez qu'on a l'interaction sol-structure qui est bien représentée avec cette visibilité. Également, ce qui est possible dans le navigateur résultats, c'est d'afficher les incréments de charge. Et on voit ici l'application de 25% de la charge, 50%, 75% et 100%. Donc ça permet également de voir les différents états d'incrément de charge. On va désactiver. On va revenir sur le navigateur données. On va désactiver le plan de coupe pour le moment. On va se mettre en vue de profil et on va sélectionner uniquement la structure. Donc je fais une sélection sur la structure, un clic droit dessus et je vais cliquer sur créer une sélection d'objets. On va l'appeler structure. OK. Et dans le navigateur vue, j'ai la sélection d'objets qui a été sélectionnée automatiquement. Je vais désactiver les phases de construction pour avoir la visibilité sur les résultats uniquement de la structure. OK. On va se mettre en vue de dessous pour afficher correctement aussi les résultats des fondations isolées ici qu'on voit. Et on va créer une nouvelle vue qu'on va définir sur déformation de la structure. OK. On inverse la visibilité. Cette fois-ci, on se met en plus Z. Et pour afficher sur le sol, on va venir ici dans le microscope, cliquer sur afficher la visibilité inverse. Et là, on peut ajouter une nouvelle vue qu'on va renommer donc déformation du sol. OK. On va activer à nouveau les visibilités pour revenir sur notre structure et on va se mettre en modèle transparent. Voilà. On va maintenant créer une coupe de surface. Donc, on va définir ici dans la boîte d'outils une coupe de résultats. On sélectionne 2 points de référence. Donc ici, le pied de notre poteau et un autre pied ici. On va modifier la largeur à 14 mètres. Donc, je remets 0 ici. Et je sélectionne graphiquement les objets. Je désactive tous les solides et pour les surfaces, je sélectionne uniquement mes fondations. Donc, les coupes de résultats vont être uniquement sur les surfaces que j'ai sélectionnées. Je peux cliquer sur OK. Voilà, on va juste désactiver ici dans le navigateur vue les objets associés pour afficher ma coupe. Et dans le navigateur résultats, je peux activer les coupes de résultats. OK. On va désactiver les déformations pour n'afficher que la coupe et on va se mettre en -X et on va cliquer sur créer une nouvelle vue dans le navigateur vue. Déformation des fondations. OK. Très bien. On va pouvoir passer maintenant au rapport d'impression grâce également aux
aux impressions graphiques qu'on va ajouter grâce aux visibilités. Donc, dans le navigateur données, je fais un clic droit sur rapport d'impression, nouveau rapport d'impression. On va sélectionner directement les éléments qu'on souhaite ajouter au rapport, donc soit en cochant, soit en décochant les données à faire apparaître. On va voir que dans les objets de base, on peut désactiver donc facilement les sections, les épaisseurs, les lignes, les barres, les surfaces, les ouvertures, tout ce qui ne nous intéresse pas. Dans les solides, on peut désactiver des solides spécifiques. Les objets spéciaux, on va les laisser. Donc, voilà. Les types pour les nœuds et les lignes, on peut les désactiver. On va laisser les types pour les surfaces pour avoir les appuis surfaciques. On va désactiver les phases de construction puisqu'elles seront rappelées ici dans les cas de charge. On désactive les paramètres et les assistants. On va laisser l'activation des charges. On va décocher les diagrammes, les objets repères. Et ici, dans résultat de l'analyse statique, on va cliquer sur faire un clic droit, tout sélectionner. Et on va refaire un clic droit et on va cliquer sur inverser la sélection pour tout désélectionner. Puisqu'ici, en sélectionnant uniquement résumé, je ne suis sûr d'afficher que ce chapitre. On peut cliquer sur enregistrer et afficher pour lancer le rapport d'impression et l'ouvrir. On va voir qu'il va s'afficher avec tous les chapitres qu'on a choisi d'intégrer. Et on voit ici un rapport qui fait 9 pages, donc qui est très synthétique, avec une page de garde, le sommaire. On a par exemple ici un chapitre qu'on n'a pas besoin. On peut faire un clic droit dessus, supprimer du rapport d'impression. Et on a ici le reste. Donc les rapports les matériaux, les profils, les massifs de sol, les cas de charge et ensuite les résultats d'analyse statique pour chaque phase de construction. Pareil. Ok, on va tout simplement masquer le rapport et on va ajouter les impressions. Donc on peut aller dans le menu Fichier et cliquer sur Imprimer les graphiques dans le rapport d'impression. On a une nouvelle boîte de dialogue qui s'affiche. On va désactiver ici la mise à jour de l'aperçu pour aller plus rapidement, pour ne pas avoir à recharger à chaque fois. On va choisir un remplissage de la fenêtre et une impression multiple. Au niveau de la hauteur, on va se mettre sur 75% de la page. Ok, donc dans l'onglet modèle, pour faire l'impression multiple, on va désactiver. Et pareil pour les charges. On va faire une impression multiple uniquement sur les résultats. Et on va choisir les vues définies par l'utilisateur. Ok. On va sélectionner uniquement les déformations globales U de Z et on voit ici qu'on a 4 images. Très bien, on peut valider. On revient ici dans l'interface de RFM6. On va activer les déformations globales. Donc, on retourne dans le navigateur résultats. On affiche ici les déformations globales. On va se remettre dans la visibilité avec les phases de construction. Et on va désactiver les sélections d'objets. OK. On va également désactiver les objets associés. Et on va pouvoir réafficher le plan de coupe. Donc, on peut revenir ici, faire un clic droit, afficher le plan de coupe. Très bien. Donc, on va se mettre de cette façon. Juste avant, on va faire un clic droit sur la coupe de résultats et cliquer sur diagramme de résultats. On va pouvoir également imprimer ce type de graphique. Donc là, je peux faire un clic droit sur les diagrammes que je souhaite supprimer. Ok, je souhaite uniquement conserver les déformations et je peux aller dans le menu imprimer, imprimer les graphiques dans le rapport d'impression. Au niveau de la hauteur, ici, on va sélectionner 25%. OK. Voilà, ça se met à jour et on peut l'ajouter au rapport d'impression. Très bien. On va continuer les impressions dans le rapport directement à partir de la vue que j'ai définie. Donc, je sélectionne actif uniquement et donc on va voir que ça se met à jour et je vais choisir l'impression comme affichée à l'écran en fonction du zoom que j'ai effectué manuellement. Très bien. Je peux aussi désactiver les panneaux de couleurs qui représentent les couches de modèle de sol. J'en ai pas besoin. Et pour l'échelle de couleurs, je peux choisir l'option hors de l'image graphique afin que l'échelle de couleurs se positionne plutôt en dehors de l'image. OK.
On va se mettre ici sur un port de 50% sur la hauteur de la page et on peut valider. Et enfin, on va faire une dernière impression multiple. On va masquer le plan de coupe. Très bien. On va retourner dans l'affichage des solides, des résultats de solides. On va activer voilà, les contraintes principales et on va désactiver les types d'affichage solides, mais on va se remettre en isobande classique. Et dans le menu fichier, on peut cliquer sur imprimer les graphiques dans le rapport d'impression. On va décocher la mise à jour de l'aperçu. OK. On va réactiver impression multiple et comme affiché à l'écran. On désactive la vue du modèle, la vue des charges. Et dans le navigateur résultats, on va sélectionner les 4 charges. On clique ici. On sélectionne les 5 phases de construction. On peut les ajouter et elles seront sélectionnées ici. On va prendre une direction axonométrique avec les charges. Et on va sélectionner donc les résultats de solide. Voilà, contrainte principale, sigma 3. OK, on peut désactiver les coupes de résultats et on a bien 5 images qui vont s'ajouter. On valide et on peut retourner dans le rapport d'impression. On voit ici les images qui ont été ajoutées. Donc ici, la déformation sur l'ensemble de la structure du modèle, la déformation sur la structure, la déformation sur le sol, avec ici, voilà, les résultats. La coupe avec les fondations, et on voit ici le diagramme qui s'ajoute. La vue qu'on a définie nous-mêmes avec le plan de coupe et les résultats de contraintes sur le sol avec les différentes phases de construction. Voilà. Donc, on peut quitter et on va passer au modèle de terrain accidenté. Donc, il nous reste peu de temps. Je vais aller assez rapidement sur ce modèle pour vous présenter l'objectif de ce deuxième modèle. C'est de prendre plusieurs échantillons de sol pour bien vous montrer la correspondance d'un massif de sol en fonction des profils différents sur des positions différentes et aussi la définition de plusieurs profondeurs de sol. Donc, j'ai ici à première vue 7 profils de sol. En réalité, j'en ai 14. On regarde dans le navigateur données, objets spéciaux, profils de sol. J'ai bien 14 profils. Donc en fait, les premiers, si je les sélectionne, on voit que j'ai des profils de sol, et en écartant un peu, voilà, qui font 23,5 mètres. Et si je sélectionne les 7 derniers, ce sont les mêmes emplacements, mais avec une profondeur de 19,5. C'est ce qui va me permettre de faire plusieurs profondeurs de sol sur un même profil. Donc, on va définir un massif de sol. On fait clic droit, nouveau massif de sol. Donc, vous connaissez les étapes. Je clique sur sélectionner graphiquement. Et là, on va se mettre en vue de profil et on va sélectionner uniquement, voilà, les profils de sol 1 à 7. OK. On va définir le centre du massif de sol à 20 mètres et les dimensions du massif de sol de 80 mètres. Et en largeur, on va juste mettre une faible largeur de 5 mètres. OK. C'est pour vous montrer juste une bande de sol. On va cliquer sur appliquer et on voit en arrière-plan, voilà, le profil de sol qu'on définit. Donc, première chose qu'on voit, c'est qu'en fonction de 7 profils de sol, on a bien un modèle de sol linéaire qui se fait en fonction des différents profondeurs aux différents échantillons. Donc ça, on est sur un modèle plutôt correct des solides dans RFEM. Maintenant, pour définir un terrain complexe, on va avoir une approche différente. On va diviser notre massif de sol principal en plusieurs massifs. Donc, je reprends ici mon massif. Je vais sélectionner le centre à -10 et la dimension du massif à 20 mètres. On clique sur appliquer. Je n'ai pas modifié les profils de sol, mais automatiquement, il prend bien en compte la linéarisation juste sur
une dimension définie du modèle. OK, on va pouvoir cliquer sur copier les objets sélectionnés. Et ici, on va pouvoir décaler notre centre du massif à 10 mètres. On clique sur appliquer. Voilà. Maintenant, on va copier le troisième massif de sol et on va modifier les profils de sol. Donc, je clique ici sur effacer et je peux sélectionner dans le navigateur les profils numéro 8 à 14. Je clique sur OK et je modifie le centre du massif 20 mètres plus loin, donc à 30 mètres, et je clique sur appliquer. Donc, cette fois-ci, avec les mêmes profils de sol, j'ai défini un décaissé par rapport aux autres. Très bien. Je vais reprendre mon massif de sol numéro 2. Je vais cliquer sur copier pour créer le dernier. Donc, je retourne bien sur les 7 premiers profils de sol. Et cette fois-ci, je définis le centre à 50. Et je peux cliquer sur appliquer. Voilà. Donc, avec seulement certaines modifications, j'ai généré le même profil avec un décaissé. Donc, cette approche, elle permet également de définir des maillages différents pour certains solides de sol. Ça peut être nécessaire dans certains cas de figure que vous pouvez rencontrer. Et on va juste modifier les options de type de massif de sol. Donc, j'ai ici par défaut l'option générer à partir des profils de sol, qui spécifie que tout ce qui sera généré comme solide, surface, nœud va dépendre des profils de sol. Donc, dès qu'il y aura une modification dans les couches de sol, ce sera automatiquement mis à jour dans les solides. Donc, pour les massifs de sol numéro 3 et 4, nous, on va vouloir les modifier manuellement. Donc, je sélectionne les deux et je clique sur « Ensemble de solides de sol ». On valide. Et dans le navigateur données, on va regarder ici dans les solides. J'ai des solides en violet et des solides en bleu, donc en noir, pardon. Les solides en noir, c'est les solides que je vais pouvoir modifier manuellement. Ceux qui sont en violet ne peuvent pas être modifiés. OK, on va faire les modifications. On va se mettre en modèle filaire. La première chose qu'on va faire, donc, c'est faire un petit talus entre les deux massifs ici. Je vais juste pour cela diviser les lignes ici. Donc, je vais les sélectionner ici, cliquer sur la croix et je divise les lignes autour de ces nœuds. Comme ça, je vais pouvoir, avec les lignes qui sont bien divisées ici, modifier l'emplacement. Je sélectionne maintenant la ligne ici. Je fais un clic droit dessus, manipulation, déplacer, copier. Je vais la déplacer de 6 mètres en X. OK. Et j'ai bien le talus qui a été modélisé. En revanche, le solide, donc on voit que c'est le solide numéro 8, a été modélisé en rouge. Donc j'ai une définition incorrecte des surfaces de contour. Pour voir quelle définition incorrecte des surfaces de contour, je vais ici aller dans les surfaces et je peux regarder dans le navigateur, j'ai bien la surface 90 qui est en rouge. Donc elle n'est plus correcte également sur ces lignes de contour. Je peux double-cliquer sur celle-ci. Je vais cliquer ici sur les lignes de contour. Et on voit ici qu'on est en effet plus sur une surface plane. Donc, on va désactiver les lignes qui ne sont plus dans le plan. On va rajouter celle qui est dans le plan. OK. On valide. Et on a bien la surface 90 qui est correcte. Donc, je peux réduire les surfaces. Le solide 8, lui, n'est pas correct toujours. Il manque une nouvelle surface qui est ici qui n'est pas modélisé. On va tout simplement dans la barre d'outils sélectionner les lignes de contour de surface. On définit le type de rigidité sur sans épaisseur puisque c'est le matériau de sol qui aura le matériau et non pas la surface. Donc sans épaisseur, OK. Et on peut sélectionner ici les lignes de contour. OK, automatiquement, quand il repère un contour fermé, c'est bon. On peut cliquer sur Solid 8, on sélectionne les surfaces de contour et on peut ajouter la nouvelle surface. OK, et automatiquement, le solide est bien revenu sur sa couleur.
On va créer maintenant des solides d'intersection. Donc, c'est la dernière étape pour vous montrer un peu les décaissés qu'on peut faire sur ce type de sol. Donc, on va ici créer une nouvelle surface. Donc, une nouvelle surface rectangulaire. Pareil, sans épaisseur. OK. Pour les surfaces rectangulaires, on sélectionne les deux coins d'extrémité en diagonale. OK. Et là, j'ai bien une surface qui a été créée. Voilà. On va sélectionner les nœuds ici. On va juste modifier un peu la dimension de la surface. Donc, manipulation, déplacer, copier. Cette fois-ci, on va décaler vers la gauche de moins 6 mètres. OK, on a bien la surface ici. On va faire un clic droit dessus, extruder et surface dans le solide. Donc, c'est de cette manière qu'on va pouvoir faire un solide d'intersection. Donc, vers le bas, je vais donc sélectionner ici 1,50 m. Mince, il faut bien que je reste dans la boîte de dialogue, 1,50 m. Et j'ai bien le visuel qui apparaît. Je clique sur appliquer et j'ai bien le solide qui a été créé. On le voit ici, qui est défini. On peut double-cliquer dessus et on va modifier le type de solide en type intersection. Vous pourrez regarder de votre côté aussi le type de solide trou qui permet également d'arriver au même résultat final. Donc nous aujourd'hui, on va passer sur le type de solide intersection. Je sélectionne, je valide. J'ai un avertissement qui me dit que l'action va engendrer une répétition de solides générés affectés. Donc pourquoi j'ai ce message d'avertissement? Parce qu'en fait, il y a des lignes de contour ou des surfaces de contour qui sont liées aux massifs de sol qui sont également des solides générés. Sachant que les solides de type intersection vont également générer des solides. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a ce message, mais on peut valider. Voilà. Donc on voit 3 solides qui ont été générés. Donc c'est ce fameux solide 22 qui faisait avant partie d'un solide de massif de sol qui est maintenant qui a dû être régénéré. Et on voit nous les nouveaux solides qui ont été créés. Donc le solide d'intersection et le nouveau solide. Donc c'est ce solide-là, c'est le solide final que l'on souhaite avoir afin d'avoir le décaissé. Pour comprendre comment va fonctionner le solide d'intersection, donc pour l'instant qui nous a toujours, on a toujours les autres solides qui sont présents, on va aller dans le navigateur affiché. En effet, quand je mets mon curseur ici, on voit le solide 21 qui apparaît et le solide 11. Donc le solide 21, c'est le solide d'intersection et le solide 11, c'est le solide qui est intégralement modélisé depuis les étapes de massif de sol. Donc, si on vient dans le navigateur affiché, vous allez comprendre. Tout en haut, on peut cliquer ici sur l'activation des résultats des opérations booléennes. Donc, si j'active, on voit désormais que j'ai le solide numéro 23 et non plus le solide numéro 21 et le solide numéro 24 et non plus le solide numéro 11. Donc, c'est ces deux solides qu'on va vouloir conserver. Donc, on peut désactiver à nouveau les résultats. On va sélectionner les deux solides ici. Voilà. On fait un clic droit, solide. Et on peut cliquer ici sur découper par intersection de solides. Le chargement s'effectue et on a bien deux solides qui ont été correctement découpés grâce au module d'intersection. On n'a plus qu'à sélectionner le solide que l'on souhaite supprimer. Hop, on peut le sélectionner de cette façon, supprimer avec ligne de contour, et voilà. On a presque fini, donc voici notre nouveau solide 26. Si on regarde les massifs de sol, donc dans les objets spéciaux, on a le massif de sol qui est en rouge. Donc là, pas forcément d'explication très logique à première vue.
Donc, si on n'a pas de plus d'informations, on peut faire un clic droit dessus et on peut cliquer sur Informations sur les erreurs d'entrée. Donc là, on a un message d'avertissement qui nous dit que les solides ne forment pas un ensemble continu nécessaire pour le massif de sol. Donc ça veut dire qu'il y a des surfaces qui ne sont pas en commun entre les différents massifs de sol. OK. Et donc, on va regarder directement dans les surfaces et on va voir qu'en fait, c'est cette surface qui pose problème. La surface numéro 27, qui appartient à la surface supérieure de la couche d'argile, donc en bleu, mais qui n'appartient pas à la couche inférieure de la couche de sable. En fait, on n'a plus cette appartenance à cause des intersections de solides qui nous ont créé des nouvelles surfaces coupées. Comment je sais ça? On peut en fait aller dans les dernières surfaces qui ont été générées. Et ici, j'ai la même surface, la 118, si je double-clique dessus, qui est une surface de type coupé. Donc, on va modifier l'attribution des surfaces de notre solide. Donc, on va aller ici dans solide, 26. On va double-cliquer dessus. Dans les surfaces de contour, on va supprimer cette nouvelle surface. Donc, on va ici se mettre en vue dessous et on peut en appuyant sur la touche majuscule, on peut désélectionner la surface. Hop. Donc la surface 118, OK, elle a été désélectionnée ici. On va désactiver compléter automatiquement et on va ajouter manuellement la surface 27. Hop, qui apparaît. Voilà. On peut la sélectionner directement ici. Alors, on va refaire la manip. Je désélectionne la surface 118. OK. Et je peux sélectionner... Ah non. Hop. Je recommence. Je désélectionne la surface 118. Et je sélectionne la surface... OK. Et je sélectionne, voilà, la surface 27. Donc là, elle est bien prise en compte. J'aurais pu aussi l'ajouter manuellement. OK. Donc, le solide a bien été défini avec la surface 27 désormais. La surface 118, d'ailleurs, on va pouvoir la supprimer. Donc, je vais dans le navigateur ici. Si je la supprime avec la touche du clavier, OK, je vois que tous mes solides sont bien définis. OK. Et le massif de sol, ici, pareil, il est correctement défini. Très bien. Juste au niveau des appuis, ici dans le navigateur affiché, ils sont masqués. On va voir, comme on a défini plusieurs massifs de sol les uns à côté des autres, on va devoir désactiver les appuis surfaciques intermédiaires. Donc je me mets en modèle filaire et en vue de dessus, je sélectionne les appuis intermédiaires ici. Je fais un clic droit dessus, appui surfacique, modifier l'attribution. Et dans la liste déroulante, je sélectionne les deux petits points pour ne sélectionner aucun. Très bien. On peut ici juste voir que ce nouveau solide d'intersection n'a pas d'appui. Donc on va sélectionner les deux surfaces. On va double-cliquer dessus. On va sélectionner l'activation d'appui et on va sélectionner ici les derniers types d'appui, par exemple ici. OK. On a bien les appuis. On peut se remettre en modèle de solide. On va désactiver les surfaces. On a bien un cas de charge de poids propre de sol qui a été créé automatiquement ici. Je vais juste faire un contrôle dans le menu outils sur éventuellement des nœuds identiques. Donc là, je vois que j'en ai. Je peux combiner les nœuds et appuis non utilisés. OK. Et je peux lancer le résultat. Un petit avertissement sur des lignes qui sont égales.
Le calcul du maillage se fait ici, l'analyse statique du poids propre du sol est finie. Ok, on peut afficher les déformations globales et on voit ici un comportement correct de notre terrain accidenté. Ok, on arrive au terme de ce webinaire. Donc, je vous aurai à disposition dans ce PPT de présentation qui sera après sur notre site des liens vers d'autres webinaires, notamment sur celui de la phase de construction qui a été fait par notre équipe, et les manuels en ligne qui peuvent vous aider sur la définition soit des paramètres d'analyse géotechnique ou des phases de construction. Donc voilà, aujourd'hui vous avez pu acquérir les connaissances sur l'interaction sol-structure avec les résultats de tassement et les phases de construction qui prennent en compte l'état initial. Vous aurez à l'avenir, grâce à notre équipe de développement, aussi des approches de calcul différentes, notamment sur la linéarisation des rigidités d'appui aux états limites ultimes, la définition aussi possible de fondations profondes, et également tout simplement dans la modélisation, l'amélioration des générations de massifs de sol qui sera également implémentée. Donc n'hésitez pas à utiliser nos services en ligne gratuits, que ce soit les outils de géolocalisation, les FAQ et articles techniques, mais également les modèles à télécharger pour les modèles de sol qui sont disponibles sur notre site. Également des vidéos sur notre chaîne YouTube. Vous avez également la version d'essai qui est disponible au téléchargement sur notre site. Si vous avez besoin de plus d'informations sur les vidéos et les webinaires enregistrés, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter sur notre site. Si vous avez également des questions à la suite de ce webinaire, n'hésitez pas à nous les poser. Également, on viendra vers vous si des questions n'ont pas pu être répondues pendant cette présentation de webinaire. Merci à tous de votre participation. Je laisse éventuellement Monsieur Asseya s'il a un dernier mot. Je remercie tout le monde pour la participation et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les transférer par mail. Merci bien. N'hésitez pas à remplir le formulaire d'évaluation qui sera disponible quand vous quitterez ce webinaire qui permet de nous notifier de ce webinaire, de la qualité du webinaire. Bonne journée à tous et à bientôt. Merci Milan. À bientôt.